La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, entrevue avec Jean-Pierre Pigeon, candidat conservateur. Ça coûte à peu près l'intérêt de la dette. Ça coûte les coûts de santé. Puis les coûts de santé, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, c'est beau, 20, 30, 40, 50 ans. Mais à partir de 60, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Réno-Région et préoccupations de la MRC. Les besoins sont grandissants. On va faire part de l'ensemble des besoins. Peut-être que la SHQ va trouver une autre solution ou une façon de pouvoir le faire. Mais la formule dans laquelle le programme était actuellement est selon nous la meilleure qu'on peut avoir. Enjeux cruciaux dans Rocher-Percé. C'est sûr que c'est encore une autre mauvaise nouvelle pour les services aux citoyens. C'est sûr qu'on va continuer de pouvoir demander, nous, d'avoir accès à des services qui sont de proximité, qui sont accessibles pour tout le monde. Impact Vital, une jeune entreprise au cœur de l'intervention d'urgence. J'œuvre dans le métier du domaine du service d'urgence. Donc, c'est important pour moi d'offrir la possibilité à ma communauté, mes parents et familles, et amis, d'être bien équipés en cas d'événement d'urgence. Les PAC éveillent la curiosité des jeunes esprits. Et puis, finalement, la nouvelle addition cette année, où est-ce qu'on élargit vraiment le bassin là, des étudiants là, qui viennent participer au projet. On est maintenant à l'école primaire là, de Grande-Rivière, ce qui nous permet de faire rayonner puis faire des éveils aux sciences là, avec la coponie de la première année du primaire maintenant jusqu'en 5e secondaire. Budget Girard, absence de soutien au TVC. Bien, on est très déçus de ne pas avoir été considérés. En fait, on a fait des représentations, on a déposé un mémoire. Les organismes d'action autonome, le LACA, nous avaient demandé de déposer des revendications en vision du budget qui était déposé le 25 mars. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout. Dans le cadre de notre couverture électorale, nous avons rencontré Jean-Pierre Pigeon, candidat du Parti conservateur du Canada. Fort de plusieurs décennies d'engagement politique et professionnel, M. Pigeon nous partage sa vision pour la région, ses priorités en matière d'économie, de logement, de pêche et de sécurité, ainsi que son approche de terrain pour rejoindre les électeurs d'un comté vaste et diversifié. Il revient également sur les défis liés à la participation électorale et sur les solutions que propose son parti pour redonner confiance aux citoyens. Comment se passe votre campagne? Ma campagne, évidemment, c'est une campagne que je mène de fond par des contacts physiques, beaucoup électroniquement, par des Zooms, des Teams, et sur MSN, parce que je suis bien content. Moi, j'ai 5000 amis, dont 4000 qui font partie du comté.
Alors, à ce moment-là, on m'écrit beaucoup, je réponds, ils me donnent leur numéro de cellulaire, je leur parle. Je suis énormément au téléphone et je fais le tour au moins des 6 MRC qui sont près de moi parce que les îles, j'ai des contacts qui sont juste électroniques par Zoom. J'ai eu une bonne réception, compte tenu que c'est ma 4e campagne. J'axe beaucoup mes interventions dans les 2 MRC qui sont nouvelles à notre comté, soit Avignon et la Matanie. D'ailleurs, j'arrive juste de la Matanie depuis ce matin. J'ai passé l'entrevue à la radio des îles ce matin. Puis ensuite, très tôt, parce que les îles ont l'heure avancée, hein, 1 heure sur nous. Et c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard pour vous parler. Mais dans le fond, je suis agréablement surpris. Les gens, la grande majorité me connaissent puisque c'est la 4e campagne, même si évidemment, j'ai perdu les 3 premières, là, mais ce que les gens me disent, Monsieur Pigeon, c'est votre tour. Vous êtes une personne qui a du bagou. Vous ne lâchez jamais. Vous êtes un vrai bleu pour le Parti conservateur. Alors, moi, j'ose espérer que ça va bien aller avec le vote. Dans un premier temps, je viens d'aller voter, là, parce qu'on peut le faire directement aux 7 bureaux qu'il y a dans chacune des MRC. Moi, j'ai exercé mon vote il y a mettons, 20 minutes, là. Pour ça, je suis arrivé en retard un petit peu avec vous. J'insiste les gens à aller voter tôt. Le vote par anticipation, je dois dire, c'est la fin de semaine de Pâques que je n'aime pas parce que beaucoup de familles vont aller retrouver les familles un peu partout. Et le vote, évidemment, crucial, c'est le 28, là. Mais malheureusement, vous comme moi, vous savez, il y a environ 50% des gens qui votent, là. Alors, c'est pour ça que tous les candidats invitent leurs partisans à voter rapidement. Et, c'est comme ça que ma campagne se passe, en allant voir les maires, serrant les industriels, de la pêche surtout du côté sud, puis la pointe de notre comté. Je suis en contact avec eux depuis au moins 4-5 ans avec les pêcheurs. Là, tout le monde veut me voir, veut me jaser pour me dire que nous, M. Pigeon, dans tel domaine, on décèle des problèmes, on aimerait qu'ils soient réparés, mais c'est ça. Alors, ma campagne se passe comme ça. Puis là, justement, vous parliez de territoire. On avait un défi, mais là, avec la redéfinition justement du territoire, il n'y a pas si longtemps que ça reste encore un défi encore plus grand. Comment vous voyez la représentativité et le fait de pouvoir bien rejoindre les gens? Écoutez, ça va être difficile. C'était déjà pas facile déjà avec quand nous avions 5 MRC, dont les îles. Là, présentement, on a 50 maires dans les municipalités. 50 maires, c'est beaucoup. Mais j'ose espérer que je vais en rencontrer le plus possible. J'en ai rencontré énormément, mais c'est pas suffisant, là. C'est sûr que la disponibilité, dis-je, de chacun des élus municipaux. Il y a des gens, il y a des maires à plein temps, d'autres qui sont là sporadiquement parce qu'ils sont pas des maires à plein temps. D'ailleurs, j'ai rencontré un maire qui n'était pas à plein temps ce matin, là, dans la région de la Matanie, dis-je. Alors, mais ils sont contents que j'aille les voir parce que c'est pas souvent que les candidats au fédéral vont rencontrer les maires. Ce matin, on me disait, Monsieur Pigeon, moi, c'est la première fois. Je suis maire depuis une bonne période, puis il n'y a jamais aucun candidat au fédéral. Ça se fait plus au provincial parce que il y a beaucoup d'affinités avec les villes parce que les villes sont un dossier qui a été fait par le provincial, là, et ils sont plus près des gens. Peut-être à tort ou à raison, mais moi, j'aime bien rencontrer les maires pour savoir leur pouls de
de leurs commettants autour, puis s'ils ont des choses qui voudraient qu'on les aide là, dans le futur au niveau de tous les ministères du gouvernement fédéral. Ben justement, j'aimerais parler un petit peu avec vous justement des grandes lignes de votre parti. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui contrasterait avec ce qui se passe aujourd'hui et peut-être même avec ce qu'il y a eu dans ces dernières années dans notre région? Comment vous metteriez un peu en avant? C'est un peu comme poser la question directement de pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous, mais en même temps, spécifier, de spécifier un peu les grandes lignes qui contrastent avec notre situation et que comment est-ce que le Parti conservateur pourrait pallier, on va dire. OK. Dans un premier temps, moi, je suis militant du Parti conservateur depuis 1977. J'ai participé à tous les événements du Parti conservateur, ses hauts et ses bas, en tant qu'agent financier et organisateur depuis 1984. Ça veut dire que j'étais toujours le grand agent argentier pour les candidats que j'ai convaincus de se présenter, parce que je suis aussi organisateur pour le parti dans l'Est du Québec. Et ce qui se passait en 84 puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très différent. Mais pour le Parti conservateur, comme je suis un homme d'affaires dans les finances, j'ai opéré mon cabinet d'assurance et de placement pendant 50 ans. J'ai pris ma retraite là, le 1er mars, là, après 50 ans de carrière. Moi, ce qui est venu de chercher au Parti conservateur, c'est l'économie, par ma formation professionnelle, les taxes qui sont très, très, très élevées au Québec, au palier provincial et fédéral. Notre parti, évidemment, il y a une taxe qu'on appelle la TPS, que notre parti, dans sa plateforme, il y a certains volets de TPS qu'on veut enlever. Par exemple, il y a une crise du logement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va enlever la taxe fédérale, le 5 sur tout achat de maison neuve, puis aussi dans les matériaux. Là. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant pour le logement. Évidemment qu'il reste le gros dossier en Gaspésie, la pêche. D'ailleurs, j'ai rencontré un regroupement de pêcheurs dernièrement qui m'ont fait part des problèmes qu'ils ont avec le ministère de le MPO qu'on appelle là. Et ils m'ont sensibilisé qu'ils avaient comme défi pour les prochaines années. Évidemment, la pêche, le logement, le coût de la nourriture aussi. Malgré que c'est un peu loin du fédéral, mais avec les prochaines négociations qu'il va y avoir avec, entre parenthèses, les États-Unis. Je fais une comparaison qui est peut-être boiteuse. Il y a le président des États-Unis, mais il y a le peuple américain qui n'est pas toujours sur la même longueur d'onde de M. Trump. Alors, il faudra négocier le bois d'œuvre, qui est un facteur très important pour la Gaspésie. Beaucoup de gens gagnent, en fin de compte, le sou pour élever leur famille, puis acheter une maison, les bâtir, puis les envoyer aux études supérieures dans la forêt. Puis c'est très difficile pour les industriels et pour... vous savez, les machines, là, pour aller en bois, des fois, c'est des millions. Et des fois, quand tu n'as pas de contrat, puis tu es dérangé par l'environnement, exemple, les caribous, qu'on nous dit qu'il faut s'occuper des caribous, mais je pense que moi, il faut s'occuper des gens du milieu avant les caribous, malgré qu'il faut leur donner leur place. Mais c'est un défi. Dans la pêche aussi, il faut dire que beaucoup de personnes travaillent dans les usines de pêche, la transformation, que ce soit le sébasse, que ce soit le homard, le crabe, et toutes les, évidemment, les poissons qui viennent de l'océan et du fleuve, là. C'est très important parce que souvent, ces gens-là ont du travail qui est précaire. C'est-à-dire leur travail est temporaire. Puis souvent, il y a l'assurance emploi qui ne compte pas les périodes de temps.
moi, j'aimerais m'attaquer à ça avec mes confrères, c'est sûr, parce que ce ne sont pas les jobs qui sont temporaires, c'est l'industrie dont ils travaillent qui est temporaire. Euh, alors, essentiellement, nous, ce qu'on veut, c'est couper les taxes, couper les impôts pour qu'il reste plus d'argent dans les poches des gens, bâtir des logements avec la réforme, réparer, dis-je, le fameux budget, parce que ça fait 10 ans, coup sur coup, qu'on a des déficits. Lorsqu'on était au pouvoir avec M. Harper, il n'y en avait pas de base. Là. Quand les libéraux sont arrivés, en fin de compte, la première année, on commençait à faire des déficits. Et le dernier budget a donné un déficit de à peu près de 60 milliards. Ça, c'est très important, les déficits, parce que il faut que sur le marché obligataire, on vende le marché obligataire, il y a des coûts astronomiques, puis ça coûte à peu près l'intérêt de la dette, ça coûte des coûts de santé. Puis les coûts de santé, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, c'est beau, 20, 30, 40, 50 ans, mais à partir de 60, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Alors, il faut absolument que les transferts que l'on veut faire au gouvernement fédéral soient adéquats aux provinces. Puis c'est aux provinces, en fin de compte, à faire en sorte que les services soient donnés. La courroie de transmission, là, c'est le fédéral a de l'argent. Il transmet aux provinces, puis les provinces les transfèrent dans différents points de service pour leurs commettants. Alors, nous, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est que le gouvernement conservateur, moi j'espère qu'on va passer, là, les transferts, là, on dit on va les poursuivre en santé. Alors, moi, c'est le créneau, là. Moi, ma base était économique par mon métier. C'est ce qui a fait que je suis évidemment un adepte du Parti conservateur. Puis le dernier point, ben, écoutez, stopper le crime. On a, je sais pas combien de jeunes qu'on a perdus. On a perdu 50 000 jeunes là, par la fentanyl puis autres drogues. M. Trudeau a légalisé la marijuana. Moi, j'étais contre au départ, pour la simple et bonne raison qu'une fois que les jeunes ont commencé à consommer, puis ils atteignent plus leur base, ils s'en vont dans des drogues dures, puis en allant dans les drogues dures, ben là, ça cause des problèmes familiaux, ça cause des fois, il y a des gens qui perdent leur emploi, leur conjoint, leur travail. Et il faut absolument que il y a un effort de fait. Puis nous, ce qu'on dit, on va créer des centres pour ces personnes-là pour leur aider, puis punir ceux qui vendent à nos jeunes, à nos enfants. Moi, j'ai été président de commission scolaire pendant une vingtaine d'années. On avait déjà le problème au secondaire. Là, ils l'ont aussi au primaire. Tu sais, quand on dit stopper le crime, c'est que les gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de la drogue font des crimes envers leurs parents, ils font des vols, ça se poursuit, les gangs de rue. Le pays que je connaissais des années 70 n'est pas celui-là que mes enfants et mes petits-enfants vivent présentement. Il y a du crime partout, puis le crime, là, il vient qu'ils ont besoin d'argent pour s'acheter de la drogue. En tout cas, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer avec comme député, mais je suis une personne sur 343. Il y a 343 comtés. On a 343 candidats. Puis chaque parti a la même chose. Au Québec, on a 78 comtés. Ça demande beaucoup. On a des territoires qui sont énormes comparés au provincial où il y a 125 députés. Et souvent, il faut que je fasse de l'enseignement. Les gens mélangent le provincial puis le fédéral.
Vous savez, j'ai un laïus. Moi, je parle beaucoup, je m'excuse. Vous posez une question. Il nous reste peut-être quelques minutes, mais j'aurais quand même demandé la question, parce que c'était intéressant ce que vous souleviez aussi, qu'il y a peut-être 50% des gens qui votent, et souvent, il y en a qui vont... Ceux qui ne votent pas, souvent, ont cette réflexion de dire, ben, ça change rien parce que ce soit un parti ou l'autre, les choses ne changent pas, puis la situation va de mal en pire. Comment est-ce que justement le Parti conservateur pourrait faire une différence pour parler à ces gens-là peut-être qui sont moins confiants à ce que les choses changent, parce que on vit une situation quand même un peu sous pression. Vous parliez qu'on travaille tous à nourrir notre famille, à avoir un toit, tout ça, mais la situation est quand même économique est assez... là, on rejette beaucoup la faute sur les tarifs de Trump ou la faute de je ne sais quoi, mais comment est-ce que en interne, le Parti conservateur pourrait faire une différence? Je vais faire un parallèle. On a vécu beaucoup de crises au Canada. Vous savez, il y a quelques années, on a eu la COVID. Il y a eu aussi des soubresauts à la bourse, le papier commercial en 2008. Moi, j'ai vécu 7 ou 8 crises là, au niveau financier. Puis, normalement, tous les gouvernements ont une bonne réaction. Moi, je dis aux gens, simplement, peu importe qui va être au pouvoir, en espérant que ce soit mon parti, parce qu'il est axé sur les finances, là, puis le bien des personnes. Puis un autre parallèle, vous parlez qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui votent, c'est vrai, mais les statistiques nous donnent qu'il y a seulement que 5% des Canadiens qui sont politisés. Le 95% là, écoute les médias, écoute mon oncle, ma tante, le frère, les opinions. Et moi, je tente depuis des années à convaincre les gens de s'impliquer plus. Il y a même des gens que je connais qui arrivent dans la boîte de scrutin. Ils ne savent pas pour qui voter parce qu'ils ne regardent pas nos programmes. Ils ne s'informent pas. Est-ce que c'est la faute des élus? Je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, j'essaie d'éduquer les gens de la Gaspésie, les Stigouches depuis très, très longtemps. Puis il y a aussi quelque chose de bien important. Peu importe les candidats, il y a 343 candidats par parti au Canada. Ce n'est pas le candidat qui fait la différence souvent. Il ne compte que pour 4 ou 5%. C'est le chef et son programme. Alors, il va y avoir un débat la semaine prochaine de nos chefs, en français et en anglais. J'invite les gens à écouter M. Poilievre. C'est une personne sensée qui se prépare à devenir premier ministre depuis très, très longtemps. Moi, il y a ma confiance à 100%. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Des enjeux pour le moins cruciaux ont été abordés lors de la période des questions à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du 9 avril. À titre d'exemple, la MRC demande à Québec de revenir sur sa décision de suspendre le programme Réno-Région, qui est vital pour la rénovation des habitations en milieu rural. Actuellement, selon la MRC, 134 dossiers sont en attente de financement.
Par ailleurs, la fermeture définitive du point de service de Desjardins à Percé dès le 2 mai, le financement du chemin de fer jusqu'à Gaspé et la campagne électorale fédérale ont aussi fait l'objet d'échanges entre TVRP et le préfet Samuel Parizet. Voici l'essentiel de l'échange. Je reviens surtout sur un commentaire qu'a fait le maire de Chandler à la séance de cette semaine. Probablement la chose la plus logique que j'ai trouvée jusqu'à ce jour, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire au gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'on veut maintenir les gens à la maison, les personnes âgées à la maison le plus longtemps possible. Mais à contrario, on dit qu'on va couper sur maintenir les maisons en bonne et due forme. On fait quoi à partir de maintenant? C'est sûr que j'ajouterais même à ce commentaire-là qu'on a coupé dans le programme Bien aux régions qui est suspendu, mais on a aussi suspendu le programme PAD, le programme d'adaptation des domiciles. Donc, c'est un programme qui permet aussi à des personnes de pouvoir demeurer dans leur maison. Certains qu'on veut que nos personnes âgées puissent demeurer le plus longtemps possible dans leur maison. Je crois que c'est le souhait de la plupart des personnes aussi. C'est sûr que nous, de notre côté, on va continuer à faire plusieurs démarches. On va dénoncer aussi la suspension de ce programme-là. Moi, j'ai 134 ménages qui attendent présentement sur une liste d'attente et j'ai pas fait de période d'inscription pour cette année. Donc, je peux vous dire qu'il y a sûrement d'autres personnes qui sont en attente aussi de ce programme-là. C'est un programme qui est attendu année après année, qui a un impact considérable pour notre milieu, tant au niveau des familles qu'au niveau des entrepreneurs aussi. S'il n'y a pas ces argents-là pour s'assurer que notre population puisse vivre dans des maisons qui sont adéquates, qui sont adaptées, qui sont sécuritaires, parce qu'on parle de tout ce qui est défectueux majeur. On parle de toits qui coulent, on parle de fenêtres, on parle de tout ce qui est travaux majeurs. Donc, c'est essentiel pour qu'on puisse conserver un parc immobilier qui est décent. On sait que la crise du logement est assez présente. Donc, c'est un peu contradictoire le fait qu'on veut garder les gens dans leur milieu, mais on fait tout pour les empêcher un peu. On demande à Québec de revenir sur sa décision. Effectivement, nous, on veut que Québec remette le programme Nos régions avec un budget qui va être disponible. Donc, je vais avoir la chance dans les prochaines semaines. Je m'en vais dans le coin de Lévis à la FQM. Il va y avoir certains ministres qui vont être là aussi. Okay, je m'en vais à la fin mai au niveau de l'Assemblée des MRC aussi. Il va y avoir d'autres ministres qui vont être présents. Donc, je vais les aborder, leur poser des questions, s'assurer qu'on puisse remettre ce programme-là le plus rapidement possible parce qu'il est nécessaire et il est essentiel. Okay, juste deux dernières questions là-dessus. Est-ce que la députation ici, vous l'avez rencontrée? C'est sûr que là, actuellement, ça a sorti quand même tout chaud avec le nouveau budget. C'est sûr que moi, j'ai pu appeler les deux députés pour leur faire part de mon mécontentement, leur faire part que ça ne fait pas de bon sens. C'est sûr que là, actuellement, je les laisse travailler un peu de leur côté pour qu'ils puissent faire l'ensemble des démarches. Mais sachez que je vais continuer à les appeler puis à travailler avec eux pour que ce programme-là puisse revenir le plus vite possible. J'aurais deux autres sujets, M. le préfet. Le train, Québec a coupé sur le financement du train. Il n'est pas dans le PQI, il faut dire. Donc, pour l'instant, il ne va pas à Gaspé. Pour le moment, c'est sûr que moi, j'ai eu certaines rencontres avec le MTQ aussi, qui me dit qu'ils sont retournés à la table à dessin. Donc, il y avait certains enjeux parfois au niveau de l'établissement, de quelle façon on va pouvoir le faire. Est-ce que les travaux ont été surévalués? Donc, on sont un peu retournés à pouvoir évaluer de quelle façon ça va être fait. Ce que eux, ce qu'ils nous mentionnent, c'est que le train va se rendre jusqu'à Gaspé. À quel moment, on ne sait pas, mais ils nomment qu'il va finir par se rendre. Vous gardez espoir? On garde espoir. On continue à pouvoir faire certaines démarches à ce niveau-là aussi. Donc, on garde contact avec eux. Le dernier sujet, ça concerne la Caisse populaire de Percé qui... On a annoncé la fin on a la clé sous la porte à partir du 2 mai. C'est pas la seule municipalité qui l'a vécu dans Rocher-Percé, dans le coin de Chandler et Gascon. Ils l'ont aussi vécu. Je me souviens qu'on avait largement couvert ces événements-là. C'est au tour de Cathy de subir les offres d'institutions bancaires. On fait quoi comme MRC? Comment on reçoit cette nouvelle-là? C'est sûr que c'est encore une autre mauvaise nouvelle pour les services aux citoyens. C'est sûr qu'on va continuer de pouvoir demander, nous, d'avoir accès à des services
qui sont de proximité, qui sont accessibles pour tout le monde. Certain qu'il y a eu certaines rencontres actuellement avec la Caisse de jardin, il y a eu certaines discussions aussi avec les maires qui sont sur ce territoire-là. Il y a les entrepreneurs qui sont appelés aussi, certaines personnes au niveau de la population qui ont été contactées aussi. Donc c'est sûr que nous, on va continuer l'ensemble des démarches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi on coupe ces services-là qui sont essentiels, puis on va garder un œil là-dessus. Oui, parce que je parlais à la table régionale de concertation des personnes âgées de la Gaspésie des Îles, qui disait je vais rester vigilant parce que je ne sais plus c'est quoi la prochaine concertation. Effectivement. Donc on reste vigilant alors. Oui. Parfait, merci M. le Préfet. Merci beaucoup. Je t'aime pas. Oui, c'est M. Sien. C'est supervisé. Il y a un point qui n'a pas été abordé, là, mais ce que je veux, étant donné qu'on est dans les élections fédérales, c'est que, comme nous le savons, on a un grand territoire, puis je sais qu'il y a 2 débats présentement. Il y en a un qui est prévu à Saint-Anne-des-Monts, puis un aux Îles-de-la-Madeleine. Dans ce contexte-là, le consensus du Conseil des maires hier, c'est qu'on a sélectionné des questions très, très précises dans lesquelles qui vont être acheminées aux candidats. Puis on va leur demander aux candidats de répondre à ces questions-là, parce qu'il y a des questions que je pense qui touchent l'ensemble des MRC, c'est des préoccupations. Donc nous, on est des citoyens dans lesquels il y a des préoccupations. Puis c'est important que peu importe le parti, qui puisse répondre aux questionnements qui vont avoir été soulevés. Puis je pense que le préfet, il va assumer le rôle de le diffuser même à travers les médias, puis de s'assurer que les candidats puissent répondre pour être en mesure de donner l'information pour que la population puisse connaître la position de chacun des partis face à nos questions qui vont être posées. Parce qu'il y a des attentes de la part de la préfecture quant au prochain gouvernement fédéral à venir. Effectivement, donc il y a plusieurs sujets de notre côté qu'on veut s'assurer qu'on puisse avoir certaines réponses aussi. Donc on parle de tout ce qui est assurance emploi, donc s'assurer que les gens puissent faire le tour un peu, qu'il n'y ait aucun trou noir, donc s'assurer aussi qu'on puisse avoir certains soutien au niveau des infrastructures, tout ce qui est au niveau des ports, s'assurer qu'on puisse avoir du soutien aussi pour les administrations portuaires. Donc la gestion des ports, on sait que c'est quelque chose quand même assez complexe et coûte quand même assez cher, donc on va demander certaines questions à ce niveau-là aussi. Tout ce qui est accès aux services de proximité aussi, les banques alimentaires, tout ce qui est le logement, tout ce qui est rapport avec les services directs à nos citoyens, tout ce qui est réseau cellulaire aussi. Fait que la liste de questions va être fournie aux candidats et un communiqué qui va être transmis pour les médias aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Aujourd'hui, nous rencontrons Samuel Parisé, préfet de la MRC Rocher-Percé, pour discuter de la suspension du programme Réno-Région, une aide essentielle pour les familles à faible revenu de la région, et de la lettre ouverte adressée aux candidats aux élections pour soulever les préoccupations majeures de la MRC. Ben écoute, on va commencer avec le programme Réno-Région. Je sais qu'avant qu'on aille dans les détails de la réaction de la MRC, est-ce que tu pourrais juste nous refaire un petit résumé? C'est quoi le programme Réno-Région pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers? Oui, parfait. C'est un programme qui est disponible et accessible pour les familles et les personnes à faible revenu. Donc, c'est vraiment pour s'assurer qu'on puisse rendre
sa maison sécuritaire et adaptée à ses besoins. Donc, c'est vraiment pour répondre à des défectuosités majeures. Donc, on parle de toiture qui coule, on parle de salle de bain qui fonctionne plus, on parle de fenêtres, on parle d'isolement, on parle de chauffage. Donc, c'est pour s'assurer que la personne ait accès à une maison qui est sécuritaire, puis qu'elle puisse vivre dans un environnement qui est décent. Donc, pour avoir accès à ça, il faut avoir un faible revenu et il faut que la maison soit évaluée à moins de 150 000 dollars. Et j'imagine que la MRC en profitait. Il y a quand même des personnes qui en ont besoin dans la région. Effectivement, donc au cours des deux dernières années, c'est 140 dossiers qui ont été traités dans la MRC ici. Puis c'est près de 2,9 millions qui a été investi dans notre parc immobilier là, pour pouvoir soutenir ces personnes et ces familles-là. Et donc on apprend, c'est pour ça qu'on se parle aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a la suspension de ce programme. Alors suspendre, et on apprend aussi qu'il y avait des dossiers qui étaient en attente. Est-ce que ça veut dire que ça va être remplacé? Est-ce qu'on peut mettre, on peut comme ça tout balancer sans continuité? Comment ça va se passer? En fait, actuellement, tout est sur la glace. Donc, nous, on a su à la lecture du budget provincial que le programme était suspendu. Donc, on n'a pas eu d'autres nouvelles à ce moment-là. On l'a su par la suite et par la bande un peu aussi, là. Donc, on a commencé à faire certaines démarches à ce niveau-là. Pour la MRC ici, c'est ça, 34 dossiers qui sont présentement en attente d'évaluation. Donc, pour voir s'ils sont admissibles et tout. Et on n'a pas fait une autre période d'inscription pour l'année 2025. Donc, c'est vraiment tous des dossiers sur une liste d'attente qui date de 2024. Donc, c'est des gens qui attendent un accès à ces sous-là, à ces ressources-là pour pouvoir répondre à des défectuosités majeures dans leur maison. Donc, actuellement, on fait des pressions auprès du gouvernement, tant au niveau du parti qui est au pouvoir, mais aussi au niveau des partis d'opposition. Puis on discute aussi avec nos deux députés de la Gaspésie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation-là le plus rapidement possible. C'est ça, donc vous vous regroupez avec des élus locaux pour faire pression. C'est quoi les demandes, les mesures concrètes que vous demandez pour, j'imagine, de repartir le programme lui-même? En fait, ce qu'on demande, c'est que le programme soit remis de l'avant, qu'il soit reparti. Donc, ça, c'est notre principale demande. C'est sûr que s'ils sont pas en mesure de pouvoir le faire à la hauteur qu'il était auparavant, donc c'était entre 20 et 40 millions, si je me trompe pas, annuellement. Donc, s'ils sont pas capables de le faire à cette hauteur-là, qu'ils le font le mieux qu'ils peuvent, parce que c'est un programme qui est attendu, qui est nécessaire. On va poursuivre l'ensemble de nos démarches à ce niveau-là. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est que le programme soit remis sur pied. D'accord. Et admettons que le gouvernement ne reviendrait pas sur sa décision, est-ce qu'il y aurait des alternatives qui seraient envisagées ou c'est pas encore dans le dossier, ça va plutôt dans l'autre Actuellement, c'est sûr que c'est un programme qui est géré par la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. C'est eux qui le gèrent. Nous, on l'administre. C'est sûr que les besoins sont grandissants. On va faire part de l'ensemble des besoins. Peut-être que la SHQ va trouver une autre solution ou une façon de pouvoir le faire. Mais la formule dans laquelle le programme était actuellement est selon nous la meilleure qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on désire, c'est qu'il soit renouvelé tel quel, qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas d'autres modifications. Ben, ça me permet de faire le pont un peu sur le dossier suivant. Justement, on parle des préoccupations et ça, c'en est une, justement, ce programme de Réno Région. Et vous avez justement émis un communiqué pour faire un appel aux élus, enfin aux futurs candidats, là, aux candidats, pardon, pour les élections qui s'en viennent. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus en détail de pourquoi cette démarche? Oui, effectivement. Donc, actuellement, on est en campagne au niveau fédéral. Donc, il y a des débats qui se font dans notre circonscription. Donc, il y a un débat qui se fait à Saint-Anne-des-Monts et un autre aux Îles-de-la-Madeleine. Pendant qu'il n'y avait pas de débat sur notre territoire et qu'on avait des préoccupations, nous, à mettre de l'avant, on a décidé de faire un communiqué de presse qui me fait état de nos enjeux, de nos préoccupations, avec des questions qui y sont intégrées, qu'on a transmis aux médias locaux et on a aussi transmis ça aux candidats et aux candidats pour s'assurer qu'ils puissent avoir accès à ces questions-là. L'objectif, c'est que nos enjeux soient maintenant partie prenante là, dans les débats et dans les discussions sur la scène politique de ces enjeux-là. Donc, je vais aller en général. Là, le premier touche vraiment le domaine de l'assurance-emploi. Donc, on sait qu'actuellement,
la formule de l'assurance emploi actuelle ne répond pas aux enjeux de notre territoire. Donc, on a des gens qui ont un trou noir actuellement, qui ne sont pas en mesure de pouvoir, en bon français, faire le tour, là. Donc, s'assurer qu'ils puissent vraiment avoir accès à un revenu en attendant que leur emploi saisonnier reprenne du service. Donc, on a une économie qui est basée sur tout ce qui est la saisonnalité. Donc, on doit s'assurer d'avoir le meilleur moyen, les meilleures réponses pour pouvoir soutenir cette industrie-là. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des modifications qui soient faites au niveau de l'assurance emploi pour soutenir là, ces travailleurs et ces travailleuses-là. D'accord. Avez-vous d'autres préoccupations que vous avez mis de l'avant, justement, dans D'un autre côté, c'est vraiment au niveau des pêches aussi. Donc, tout ce qui est au niveau de l'industrie des pêches. Ce qu'on demande, c'est un soutien au niveau des infrastructures, au niveau portuaire. Donc, s'assurer qu'on cesse de se lancer la balle entre le provincial, le fédéral, pour savoir à qui appartient ça, les infrastructures, qui doit être là pour pouvoir soutenir. Et on demande aussi un soutien aux administrations portuaires qui sont gérés par des bénévoles qui portent ça à bout de bras, qui ont plus ou moins de soutien. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des choses qui sont mises en place pour pouvoir accompagner là, ces bénévoles-là qui portent ça à bout de bras. Toujours dans le monde des pêches aussi, on a fait des demandes au niveau des travailleurs étrangers qui sont temporaires. Donc, dans le domaine des pêches, actuellement, il y a certains irritants pour la venue de ces travailleurs-là. Donc, c'est difficile de pouvoir faire leur accueil ici avec leur famille. Donc, on veut qu'il y ait des modifications qui soient faites à ce niveau-là, qu'on puisse faciliter le processus d'accueil, mais aussi le processus au niveau de la mobilité. Donc, s'il y a une personne qui vient travailler ici pour une usine, par exemple, n'a pas l'autorisation de pouvoir se promener dans d'autres entreprises du milieu qui auraient des besoins aussi. Fait que moi, je me dis, si la personne vient travailler sur notre territoire, a le désir de pouvoir venir vivre ici, de pouvoir s'y installer éventuellement, mais de continuer à pouvoir travailler. Si c'est plus tranquille à l'usine, puis on aurait des besoins au niveau des hôtels, au niveau de la restauration, au niveau de d'autres entreprises, est-ce qu'on peut faire un partage au niveau des ressources qui seraient gagnant-gagnant pour les entreprises, mais aussi pour la personne qui vient travailler, qui va avoir un revenu qui est décent pour pouvoir vivre de ça aussi. Sinon, d'un autre côté, on parlait de tout ce qui était revenu médian au niveau des personnes âgées aussi. Donc, ils vivent avec un revenu qui est fixe depuis plusieurs années, donc il y a plus ou moins d'augmentation à ce niveau-là. Le coût de la vie augmente, donc le prix du loyer augmente, le coût de l'épicerie augmente, toutes les factures augmentent, mais leur revenu ne suit pas. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est que le revenu soit vu à la hausse, qu'on puisse s'assurer que ces personnes-là puissent vivre dans une qualité de vie qui est décente. Puis qu'on puisse mettre aussi un soutien financier aux banques alimentaires, par exemple, et les organismes du milieu, parce qu'on sait que les services aux citoyens, c'est quelque chose de plus en plus qui sont utilisés. Donc, c'est dans l'objectif que ces personnes-là puissent avoir accès à de la nourriture. Puis si jamais c'est pas possible parce qu'on vit d'assurance-emploi ou que son revenu n'est pas assez élevé, qu'il ait accès là, à une ressource qui est adéquate. D'accord. Et donc là, j'imagine qu'après, c'est libre aux médias de transmettre les questions durant les débats ou pas, c'est bien ça? Effectivement, j'ai demandé aussi aux candidats et aux candidates de nous répondre s'ils le désiraient, de nous faire part là, de leur réponse à ces questions-là. Puis nous, on va pouvoir faire une divulgation de l'ensemble de leurs réponses si réponse nous obtenons. Merci beaucoup, M. Parisé, pour votre temps. Merci beaucoup. Une bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise.
La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Alors, une nouvelle entreprise en gestion de matériel de premiers soins a vu le jour à Grande-Rivière. Pour nous en parler, je suis en compagnie de son fondateur et propriétaire, Guillaume Desbois. Bonjour. Bonjour, M. Laperrière. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Alors, votre entreprise, c'est Impact Vital. C'est quoi? Oui, exactement. Impact Vital, c'est une entreprise fièrement locale. Je suis un citoyen de Grande-Rivière, donc j'avais besoin d'apporter ma petite touche personnelle à ma communauté. J'œuvre dans le métier du domaine du service d'urgence. Donc, c'était important pour moi d'offrir la possibilité à ma communauté, mes parents et familles, et amis, d'être bien équipés en cas d'événement d'urgence. Impact Vital, c'est, comme vous venez de le dire, c'est un gestionnaire d'équipement de premiers soins. Donc, on s'occupe de l'inspection, l'entretien, le réapprovisionnement des trousses de premiers soins, ainsi que les défibrillateurs externes automatisés, les fameux DEA. On travaille autant avec les entreprises, les particuliers, les organismes communautaires, les municipalités et les centres de la petite enfance. Puis on peut même aussi aller dans les écoles, parce qu'on sait aujourd'hui les écoles ont l'obligation d'avoir un défibrillateur dans chaque école et aussi une trousse de premiers soins confond. Ça, ces trousses-là, j'imagine que il faut quelqu'un qui en possède un, il doit en faire quand même l'entretien. Fait que toi, tu peux tu vends, mais est-ce que tu peux aussi aller sur place? Exactement. Notre service, il est beaucoup mobile. Dans le fond, nous, c'est la simplicité. Puis on veut offrir un service de proximité à nos clients. En fond, notre formule à nous, c'est qu'on peut faire des inspections unitaires. Quelqu'un qui demande « OK, ma trousse, est-ce que tu peux me dire s'il manque des choses dedans? » Je viens, je l'inspecte, je la mets en ordre. C'est un service unitaire. Où ce que ça devient intéressant pour les entreprises, c'est notre abonnement. Notre abonnement, c'est une formule que nous pouvons venir 3 fois par an, inspecter vos trousses, les réapprovisionner, enlever le matériel qui est périmé, parce qu'il y a du matériel qui a une date de péremption dans ces trousses-là. Oui, exactement. Les gens ne sont pas toujours au courant, mais c'est important. Dans les trousses, ce qui peut être périmé, c'est quoi? C'est les antiseptiques, j'imagine? Exactement. Les crèmes antibiotiques. Un peu le polysporin, mais nous, on appelle ça la crème antibiotique. Parce qu'il y a plusieurs types de trousses, il faut le savoir. Il y a une type 1, type 2, type 3. Ça y va avec le degré de risque pour l'entreprise. Une type 3, c'est un risque élevé. On parle des entreprises qui sont beaucoup à risque, comme ça leur prend des garrots artériels pour les saignements majeurs, pour contrôler ça. Ça leur prend des comprimés de glucose pour les cas d'hypoglycémie. Ça prend toutes des choses comme ça, puis c'est des choses qui passent date. D'accord? Donc, c'est important de les vérifier puis de les changer au besoin. Parce que quelque chose qui est passé date, c'est pas utile quand on arrive pour l'utiliser, si c'est passé date. Donc, nous, on s'occupe de ça. On s'occupe aussi des défibrillateurs. Les défibrillateurs, c'est important à savoir, c'est comme la télécommande de votre TV. Un jour, les batteries manquent. Ben, le défibrillateur, c'est la même chose. C'est sous forme de batterie. Il y a des batteries à l'intérieur, puis ils ont une date. Aussi, les électrodes. Les électrodes ont une date parce qu'il y a comme un produit qui vient créer la conduction sur les électrodes afin de donner le choc électrique. Ce produit-là peut s'assécher, au fil des années. Donc, c'est important de les changer à la date prévue. OK. Finalement, il y en a plus que je le pensais qui méritent une bonne attention. Exactement. Puis, tu sais, bien souvent, les gens veulent satisfaire les exigences de la CNESST, puis c'est bien correct. Fait qu'ils le font une fois par année, en début de saison, en début d'année, par exemple. Puis après ça, on oublie ça. Fait que pendant l'année, les employés utilisent du matériel un petit peu. Ils utilisent. Ça peut aller d'être un plaster, un petit pansement, des choses comme ça. C'est rien de grave. Mais au fil du temps, la trousse, elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue. Lorsqu'il arrive un événement majeur, où ce que le contenu de la trousse complet est requis, on l'utilise, il manque du matériel. L'intervention se passe plus ou moins bien.
qu'est-ce qui arrive? La CNESST peut demander des réponses. Pourquoi que ça s'est moins bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que votre trousse était conforme? C'est là que nous, notre expertise devient intéressante pour les entreprises. Avec notre abonnement, on enlève ce poids-là sur leurs épaules, on s'en occupe pour eux. On fait notre inspection, on met ça conforme 3 fois par année. Ça peut être plus, ça peut être moins. On s'adapte aux besoins du client. On produit un rapport avec la date. On garde ça dans le fichier de l'entreprise. Advenant le cas que l'entreprise a des réponses à donner à la CNESST, on peut leur fournir le rapport qui explique qu'effectivement, l'entreprise a engagé une firme indépendante pour faire la validation, la vérification de ces trousses de premiers soins et qu'elles étaient conformes au moment où ils les ont utilisées. Donc, on s'intègre, excusez-moi, on s'intègre au processus de santé et sécurité d'une entreprise. C'est vraiment ça notre but, Anne. OK. Tu disais, là, tu parles pour les entreprises. Oui. Les particuliers, tu as dit que vous vendez aussi pour les particuliers. Oui. Les trousses, c'est la même chose. C'est sensiblement pareil. On y va selon le... sont plus petites ou ça peut être plus gros. Comme je vous donne un exemple, un centre de la petite enfance. C'est des travailleurs autonomes, en milieu familial, dans les maisons. C'est des travailleurs autonomes. Des travailleuses autonomes, travailleurs autonomes. Ils se doivent d'avoir une trousse. Leur trousse est moins importante en termes de degré de risque qu'une entreprise industrielle, par exemple. Nous, on a la liste que la CNESST recommande. Pour les CPE, on remplit la trousse conforme à eux, puis on leur remet leur trousse en bonne et due forme. Donc, vous vendez les DAA, vous vendez aussi... oui, on vend aussi les défibrillateurs, oui, ouais. Les trousses. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vendez aussi? Bien, écoutez, dans le fond, nous, notre but, c'est de satisfaire le plus grand nombre de personnes. Donc, on s'adapte, tu sais, comme nous avons créé des trousses, ça s'appelle des trousses portatives. Moi, j'aime bien les appeler des trousses tactiques. C'est des trousses qui s'accrochent à la ceinture. Pourquoi ça pourrait être nécessaire pour les grands aventuriers? On s'en va faire une excursion dans le bois, on est loin, il nous arrive un pépin, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Les éducatrices, les CPE, ils partent en activité avec leur groupe, ça leur prend une trousse de premiers soins. Au lieu d'apporter la grosse trousse avec la ganse, gardez le beau format, puis très compact, il comprend absolument tout ce qu'on a besoin pour sauver une vie, puis c'est ça. Oui. Et outre la vente de matériel, vous offrez aussi des services, comme vous avez emmené les mannequins. Oui. Je ne sais plus comment on les appelle, là, mais lors des formations de RCR. Exactement. Donc... Nos débuts, ça a été... On a commencé par ça. On donnait des formations RCR au début. D'accord? On voulait offrir les meilleures formations. Donc, on s'est doté de mannequins. Ces mannequins-là, c'est la dernière génération. Lorsqu'on fait les pratiques de RCR, on peut évaluer le candidat en temps réel. Ces mannequins se connectent à nos cellulaires ou iPad. On peut voir la profondeur des compressions, si le rythme est bon et si les ventilations, parce qu'il y a des poumons électriques là-dedans, si les ventilations sont efficaces. Donc, si un candidat a de la difficulté, nous, on s'en aperçoit tout de suite parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste à 2-3 personnes, des fois qu'on donne des formations, c'est un plus grand groupe. Donc, moi, je peux savoir que le mannequin numéro 6, ses compressions thoraciques sont plus difficiles, donc je peux aller directement interagir avec le candidat, lui donner les bonnes techniques, puis corriger la situation immédiatement. C'est vraiment une avancée importante pour nous et c'est aussi bénéfique pour les candidats. Donc, les mannequins sont rendus informatisés. Exactement, oui. Oui, on est rendu là. OK. Où est-ce que vous imaginez que ça puisse amener plus tard ce genre de mannequin-là? Je veux dire, j'ai suivi le cours de RCR, c'était des mannequins, bon, tu faisais juste appuyer dessus, puis t'entendais un bruit là, qui dit la profondeur. Là, on est rendu à cette heure avec la connexion à l'ordinateur. Il ne manquerait plus que ça remette à respirer tout seul. Ben, il y a des mannequins Gazis qui respirent déjà tout seuls. Ah ouais, bon. Le mannequin nourrisson,
En plus de pouvoir simuler les compressions thoraciques et tout, il vient simuler lorsqu'un nourrisson s'étouffe avec de la nourriture. OK. Après, les candidats font des techniques de désobstruction, comme par exemple, je vais vous donner un petit exemple à la maison. On fait ça, les 5 tapes dans le dos pour désobstruer le bébé. Si la technique est bien utilisée, puis bien maîtrisée, le mannequin va se mettre à pleurer, comme pour simuler un bébé qui est désobstrué. Fait que c'est quand même assez... là, les candidats sont heureux, sont contents. Tu sais, j'ai sauvé le bébé. Fait que ça apporte une petite touche personnalisée à nos formations. Puis c'est dynamique. C'est essentiel. Ben, en tout cas, ça a l'air d'être pas mal plus intéressant aussi parce que tu constates que si les actions que tu poses sont bien placées. Exactement. Exactement. Parce que nos formations, c'est très important pour nous. C'est des formations de qualité. Nous, on veut que les gens, quand ils sortent de notre cours, sont confiants, puis ils sont capables de faire une RCR de qualité. Parce qu'on sait que dans les 10 premières minutes d'une arrêt cardiaque, s'il n'y a aucune manœuvre de réanimation qui est établie et aucun choc donné dans les 10 premières minutes, les chances de survie sont nulles après 10 minutes. Les services d'urgence arrivent, ils font de leur mieux, mais ils arrivent pas en dedans d'une minute. C'est impossible, il faut qu'ils se déplacent et tout. Donc, il faut débuter les manœuvres de réanimation et donner un choc. C'est pour ça que nous, on fait de la prévention, puis on éduque les gens à bien faire la réanimation. Parmi les services que vous offrez, tu m'as parlé, avant qu'on commence l'entrevue, que tu vas avoir une unité mobile, on pourrait dire, pour te rendre dans des événements, des festivals. Exactement. C'est une grande primeur que j'annonce à la communauté. À partir de 2026, Impact Vital va offrir un service de couverture événementielle. Ça va être pour les festivals, les grands rassemblements de gens. Parce qu'on sait, pour organiser un événement qui rassemble beaucoup de gens, la sécurité des participants est primordiale. C'est important. Il faut qu'il y ait une sécurité qui est mise en place pour les participants. Donc, nous, avec notre unité mobile, on se déplace, nous sommes là, nous offrons les services de premiers soins aux participants. Puis ça vient comme rassurer et en même temps rendre l'événement, dans le fond, oh boy, excusez-moi, je cherche mon mot, possible. Parce que s'il n'y en a pas de ça, d'assistance médicale, l'événement ne peut pas avoir lieu. C'est une réglementation. D'accord? Oui, je pense que des fois, comme ils vont faire venir des ambulanciers des fois pour leur événement. Oui, je suis d'accord, mais par contre, je suis d'accord, puis pas en même temps. Les ambulanciers qui sont présents sur l'événement, bien souvent, c'est parce qu'ils sont proches de leur caserne et ils peuvent se déplacer. Ils ont le droit à 500 mètres de leur caserne. OK. Mais c'est rare qu'il y a des ambulances attitrées à l'événement directement, surtout en Gaspésie. C'est pour ça que nous, on offre ce service de premiers soins-là. Pour ensuite, si le besoin est là, on appelle les services d'urgence pour venir nous assister et prendre en charge la personne. Pourquoi 2026? C'est pas parce qu'on n'est pas prêt au niveau professionnel. On a les compétences de le faire. Je fais ça avec ma conjointe en passant. On a les compétences pour le faire, mais c'est parce qu'on veut bien s'équiper. On a beaucoup d'équipements à s'équiper pour être en mesure de bien répondre aux exigences des festivals. Donc, on veut s'équiper d'une remorque fermée, de plusieurs matériels pour rendre le tout efficace. Pour terminer, pour vous rejoindre, on s'y prend comment? Oui, regardez directement sur mon cellulaire. Moi, j'aime bien donner l'information directement à mes clients ou mes futurs clients. C'est ma mission à moi, c'est vraiment le service. Avant, pendant, après, c'est le point le plus important pour moi. J'aime ça. Je veux que mes clients m'appellent à moi. On regarde ensemble c'est quoi leurs besoins. Puis, on travaille ensemble, dans le fond. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 418-616-0440. Ou aussi, on a un site web qui est le www.impact-vital.com. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux comme Facebook, au nom d'Impact Vital, bien sûr. Et nous avons une adresse courriel qui est impactvital@info au pluriel, impact.com.
OK. Quelque chose que vous aimeriez peut-être ajouter pour terminer? Merci beaucoup de votre temps. C'est vraiment apprécié. C'est un plaisir pour moi de présenter mon entreprise aux gens de la MRC Rocher-Percé. Puis j'aimerais vous mentionner qu'ensemble, nous pouvons contribuer à une communauté plus sécuritaire. Merci beaucoup. Merci pour votre passage en studio. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Depuis quelques années, sous le nom PromoSciences, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, en partenariat avec des écoles de la région, ont installé des systèmes aquaponiques dans certaines classes pour initier les jeunes à la science. Cette année, l'EPAC a été à l'École Bon Pasteur de Grande-Rivière et a installé un bassin dans une classe et 2 grandes catégories d'activités ont été créées afin de proposer une variété d'expériences accessibles et adaptées aux différents niveaux scolaires. Une façon originale de développer une meilleure compréhension de certaines notions scientifiques grâce à un système aquaponique. Les élèves et le personnel enseignant de l'école ont grandement apprécié les ateliers. On discute du projet avec l'enseignant-chercheur Pierre-Olivier Fontaine, ainsi qu'un des étudiants qui a participé au projet, Rosny Magnol. Le projet l'EPAC dans ta classe, c'est l'installation d'un système d'aquaponie. Mais ça remonte quand même à quelques années. Faites-moi un rappel de ce que c'est l'aquaponie. Oui, exact. Bonne mémoire. Ça fait en fait depuis 4 ans qu'on a débuté le projet. On s'était déjà rencontré à ce sujet par le passé. On a débuté le tout il y a 4 ans avec l'école secondaire du littoral à Grande-Rivière. C'était dans notre cours, des personnes avec qui on collaborait souvent. Puis on avait commencé projet pilote d'1 an où est-ce qu'on avait construit un système aquaponique sur mesure avec les étudiants. Les étudiants se sont occupés des entretiens, des routines durant l'année. Puis on avait créé à l'époque des ateliers scientifiques sur mesure là, pour les cours de secondaire 5. L'année d'après, on a évolué, on a élargi un peu avec les secondaires 3. Et puis, dès l'année 3, on a ajouté une 2e école qui était l'école secondaire de Chandler, Monseigneur-Sévigny, qu'on était dans la classe à ce moment-là de Patrick. Et puis, finalement, la nouvelle addition cette année, où est-ce qu'on élargit vraiment le bassin là, des étudiants là, qui viennent participer au projet. On est maintenant à l'école primaire là, de Grande-Rivière, ce qui nous permet de faire rayonner puis faire des éveils aux sciences là, avec l'aquaponie de la première année du primaire maintenant jusqu'en 5e secondaire. Comment le personnel de l'école, direction, professeurs, ont accueilli l'idée d'avoir ce système-là dans leur classe? Ah, vraiment, on a été super accueillis. Ça a été le cas. On a été très chanceux, là, les 3 écoles. En fait, tout le temps eu une grande collaboration, à la fois des techniciens, des enseignants et puis de la direction. Au primaire, un peu la même histoire. On a débuté là, en contact avec les enseignants. À l'époque avec Peggy-Anne et puis aussi Sarah. Et puis ensuite, c'est ajouté là, dans la discussion la direction et rapidement, là, on a réussi là, à former un projet qui ressemblait à l'école et puis qui allait vraiment interpeller les étudiants d'âge primaire. Donc,
dans cette collaboration-là, il y a aussi des étudiants de l'École des pêches qui ont embarqué. Exact. Et puis, j'ai la chance avec moi aujourd'hui d'avoir Rosny, qui est un de nos 3 étudiants cette année. D'ailleurs, on avait débuté avec un seul étudiant à l'époque et maintenant, on a 3 étudiants à l'année longue sur le projet. Je vais laisser Rosny se présenter. C'est un nouvel étudiant à l'EPAC. Il est à sa première année sur 3, donc peut-être qu'on va réussir à le garder là, pour ces 3 années au sein du projet. Donc, toi, c'est pourquoi tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là, de pouvoir amener la science aquaponique à l'école primaire? OK, déjà par l'affiche, parce que l'affiche transmettait un beau message, c'est-à-dire la vulgarisation et aussi le partage de certaines connaissances scientifiques. Ça fait que j'ai été captivé déjà par ça et par la connexion avec les enfants. Transmettre plutôt est quelque chose de plus beau, parce que ça fait en sorte que ça reste plus longtemps. Ça fait que le projet m'a plutôt séduit dès la base. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer. Et peut-être, bien, je serai là pour les 2 autres années. Tu t'occupais de quoi dans le projet? Dans le projet, je m'occupe des routines, aussi de la fabrication des systèmes, en fait. Parce que le système se déroule dans un aquarium fabriqué entièrement ici. Et puis, tout le système entièrement, tout, et puis les routines aussi, je les fais. Donc, c'est un peu globalement ce que je fais. Et aussi, par rapport aux ateliers, il y a des ateliers scientifiques dont on va à la rencontre des étudiants. Et puis, on les parle de certains projets qui ont trait à l'aquaponie. Donc, je participe en gros à tout ce qui englobe le projet, on va dire, surtout dans la pratique. Donc, tu devais côtoyer aussi les élèves à l'école. C'est quel genre d'expérience? Parce que il y avait tout un côté expérimentation aussi, là, faire des expériences scientifiques. C'est quoi que ça permettait aux enfants d'apprendre ou d'apprendre? Oui. Déjà, qu'est-ce que ça permettait d'apprendre? Le fait déjà de voir de plus près de quoi est constitué le système. Vu que le système, il est disposé en classe. Nous sommes d'accord qu'ils voient juste le système de face. Maintenant, avec les ateliers, on les apprend comment le système fonctionne. On les apprend à toucher de près les espèces qui sont dans le système. Connaître même les plantes qui font partie du système. Tu vois, avec ça, ça fait en sorte que les enfants sont plus éclairés, sont plus informés de ce qui se passe à l'intérieur du système. Donc, c'était un peu ça. Ça a été quoi la réaction des enfants? Vous avez fait un an là. Ouais. La réaction des enfants, Ouais. Déjà, par rapport à la réaction, elle était toute belle. On voit un certain plaisir de connaître. Ça, c'est à chaque fois qu'on finissait un atelier, il y avait le sourire qui se faisait ressentir, des questions qui fusaient en fait. Ça fait que on se rend compte à quel point ils sont curieux d'apprendre de ce qu'on fait là. Donc, la première réaction a été cette joie qu'on transmettait. Ça fait que moi, ça me rendait encore plus heureux, quoi. Est-ce que les enfants, parce que au secondaire, les étudiants ils entretenaient le système, là. Au primaire, est-ce qu'ils avaient quelque chose à faire? Parce que vous n'étiez pas là tous les jours, c'est sûr. Là. Puis un système aquaponique, j'imagine, ça a besoin d'un certain entretien. Est-ce que les jeunes avaient quelque chose à faire qui les permettait d'embarquer encore plus dans cette expérience-là? En fait, oui, les 2 systèmes là, sont un peu en mode clé en main. Donc, des étudiants comme Rosny font en sorte que les enseignants ou le personnel de l'école n'a pas de tâches supplémentaires à faire pour maintenir le système. C'est vraiment un étudiant de l'École des pêches qui est formé en aquaculture, qui vient 2 à 3 fois semaine, selon les examens, pour venir là, nettoyer, nourrir, s'occuper que tout fonctionne. Et au primaire, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a instauré un petit tableau blanc sur l'aquarium qui permet aux étudiants de poser des questions à l'écrit. Et puis, quand le technicien vient durant la semaine, il peut y répondre là, directement sur l'aquarium. Donc, de temps en temps, entre autres, cette semaine, je suis passé, puis il y avait une question sur est-ce qu'il y a des oiseaux qui mangent les écrevisses en milieu naturel, ceux qui sont dans votre système aquaponique. Donc là, l'étudiant, César, a répondu en dessous, là, et tranquillement, c'est comme un échange là, qui se fait aussi de manière indirecte, en plus que les étudiants ont des petits tests chimiques
qu'ils peuvent utiliser avec leurs enseignants pour pouvoir suivre aussi le pH, la température, pour là, faire un petit peu d'éveil aux sciences en même temps, là, en continu. Et on a même entendu parler que c'est parfois utilisé comme récompense dans la classe. L'étudiant qui était particulièrement attentif durant la journée, ben, peut avoir un rôle spécial par rapport là, au système. Quand tu parles d'un rôle spécial, est-ce que c'était en dehors des ateliers que vous veniez? Exact. Et il y a vraiment, on a l'impression que le système prend vie par lui-même, même quand on n'est pas là, et puis qu'il se passe une belle appropriation à l'école. Avec le succès que ça rencontre, ce projet-là, depuis 4 ans, ce serait quoi la prochaine étape? Ça, c'est vraiment une excellente question. On se le demande souvent, c'est quoi la prochaine étape? Cette année, on est vraiment allé sur explorer avec le primaire, voir comment qu'on peut créer des activités qui vont convenir là, aux étudiants de première année jusqu'au 6e année. Donc, c'est l'objectif de l'année. L'année prochaine, on aimerait plancher à faire un guide autoportant d'activités qui, même quand on n'est pas en atelier, un enseignant pourrait prendre le guide s'il y a une période, ou même un suppléant qui arrive dans la classe, pourrait prendre le guide, l'ouvrir une page et faire une activité avec les étudiants à savoir scientifique là, par rapport au système. Donc, on est peut-être plus dans l'élargissement de l'offre d'ateliers scientifiques pour l'année prochaine. Mais par la suite, on pense souvent à peut-être ajouter des écoles ou peut-être même d'autres niveaux qui nous permettraient d'élargir nos horizons, d'avoir un encore plus grand impact dans la communauté. On parle souvent peut-être une CPE un jour ou une maison pour personnes âgées qui pourrait peut-être être intégrée au projet éventuellement. Ça pourrait peut-être être intéressant, là, garder l'esprit éveillé avec tout ça. Là. Exact, parce que pour l'instant, on est de 7 à 17 ans, mais si on pouvait se rendre à 99 ans, ce serait merveilleux. Vous parliez tout à l'heure que ça posait des questions. C'est quoi que les enfants semblaient le plus émerveillés par ça? Ah, bonne question. Ouais. Je pense que c'est lorsqu'on le faisait voir les écrevisses de face, là. Ils étaient stupéfaits. On dirait que c'était plus agréable de le voir et puis de le manipuler que juste de le voir à travers un aquarium, quoi. Donc, c'était ça. C'est une activité qu'on a vraiment amené les écrevisses sur leur table là, de travail. Là. Ouais. Et puis, le contact a eu l'air de créer des émotions de toutes sortes dans la classe. Ah ouais, à ce point-là. Sinon, quelque chose que vous aimeriez ajouter? Peut-être qu'on pourrait prendre le temps pour remercier là, les écoles, c'est sûr, qui sont avec nous depuis 4 ans, entre autres l'école secondaire des Grandes-Rivières, où est-ce qu'on a toujours été super bien accueillis avec Madame Nadine, Judith et puis Dominique, la technicienne. Au secondaire à Chandler, bien sûr, avec Maryse, Patrick et depuis cette année avec Massinissa, qui nous a super bien accueillis dans ses classes de secondaire 3, secondaire 5. Et tout nouvellement, bien sûr, Sarah, chez qui là, le système aquaponique à l'école primaire est installé, mais toute l'équipe enseignante là, qui a participé là, aussi au projet et la direction. En plus, c'est un projet quand même d'envergure qui demande là, plusieurs partenaires à chaque année. On a la chance d'avoir le support de la Ville de Grande-Rivière, de la MRC Rocher-Percé en plus. Maintenant, on a l'UPA qui s'est joint là, au projet et puis le Réseau aquatique Québec, là, donc Ressources aquatiques Québec, le RAC, qui est très impliqué en aquaculture et puis en pêche, en plus, bien sûr, des écoles là, qui nous supportent là, à chaque année. Donc, c'est vraiment un projet très grand et puis qui étend ses tentacules d'année en année. Et puis, idéalement, on se reverra dans quelques années là, et puis on sera dans encore plus d'institutions locales pour étendre là, les retombées puis l'impact potentiel que l'EPAC peut avoir dans sa communauté. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler.
Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé son budget 2025 le 25 mars dernier. La Fédération de télévision communautaire autonome du Québec a exprimé sa déception devant l'absence de mesures de soutien au TCA, sachant que ces dernières jouent un rôle essentiel dans la vitalité de l'information locale et régionale, en plus de contribuer au dynamisme culturel et social de la communauté. On en discute avec Émilie Boulay-Chouinard, présidente du conseil d'administration de la FTCAQ. Alors Émilie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, très heureuse d'être dans les écrans du territoire du Rocher-Percé. Le gouvernement, la Fédé a constaté dans le budget du gouvernement que il n'y avait rien là, concernant les télévisions communautaires autonomes. Ça a été quoi la réaction de la Fédération en découvrant ça? Mais on est très déçus de ne pas avoir été considérés. En fait, on a fait des représentations, on a déposé un mémoire. Les organismes d'action autonome, le LACA, nous avaient demandé de déposer des revendications en vision du budget qui était déposé le 25 mars. Donc, on avait fait notre mémoire, on avait fait nos revendications, on avait demandé, entre autres, un rehaussement de notre financement de base qui s'appelle le fameux PAMEC, notre subvention de base du ministère de la Culture. On a demandé une augmentation de la publicité gouvernementale aussi. Et ni un ni l'autre ne se retrouvait dans le fameux budget qui a été déposé par le ministre Gérard le 25 mars dernier. Donc la Fédération, autant la permanence que le conseil d'administration, on est très déçus de ça. Sachant qu'il y a une crise des médias à la grandeur du territoire, c'est national. Il y avait une belle opportunité de soutenir un réseau qui leur appartient, qui soutiennent déjà pour pouvoir avoir de la visibilité partout dans les régions parce que, vous le savez, on est 41 membres dans la fédération, donc partout dans le territoire de la province du Québec, il y a des télévisions communautaires. Puis c'est ça, on est passé sous silence encore une fois, malheureusement. Puis d'autant plus que, oui, vous avez déposé la mémoire, mais la Fédé a fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement. Donc, c'est dommage que le gouvernement ne tienne pas compte de ça. En plus que vous leur exposez souvent ce qui se passe aussi dans le milieu. Hein. Exact. La permanence de la Fédération Amélie Hens, que vous recevez de temps en temps en entrevue, rencontre souvent le ministre de la Culture au Québec, va aussi du côté du Canada, là, pour ce qui est du CRTC puis de Patrimoine Canada, mais rencontre souvent soit les cadres, l'administration du ministère de la Culture ou le ministre directement. Puis visiblement, c'est pas assez. On se rend compte avec les années que le gouvernement de la CAQ réagit beaucoup aux protestations les soulèvements populaires, hein, ça sort dans la rue, tout d'un coup on donne plus, on passe par les chemins traditionnels pour avoir plus de financement puis tout ça, d'aller directement vers les ministres, passer par les chemins traditionnels en fait, puis on se rend compte qu'on a moins d'écoute. Va-t-il falloir que les médias communautaires s'allient ensemble, autant télé, journaux que radio, pour faire une force de frappe pour dire coucou, on est là? Peut-être, on sait pas. Une manifestation des médias communautaires à Québec. Qui sait? Pourquoi pas? Il y aurait de la caméra au pied carré, en tout cas. Moi, ça c'est sûr. Des caméras et des micros. Oui, il y en aurait beaucoup. Le rehaussement du PAMEC, tu disais, c'est
c'est une partie importante là, de financement pour les TVC. Euh, est-ce que est-ce qu'il y en a des TVC qui sont en danger euh, de fermeture à cause du financement qui vient pas comme ça? Euh, Probablement. En danger de fermeture dans le court terme, non. Par contre, on sait que plusieurs de nos membres, là, sur les 41, les santé financières sont très fragiles en ce moment. On rappellera que c'est notre seule subvention pour notre mission, en fait, notre financement à la mission. Puis c'est un faible pourcentage. Les médias communautaires, les télés surtout, on est appelé à combler le reste de notre budget avec beaucoup de revenus autonomes. Certains ont des bingos, d'autres font de la production de vidéos corporatives, vendent certains types de publicités qu'on a le droit. Donc, faut se diversifier beaucoup, mais de base, avec le simple financement de notre ministère, qui est le ministère de la Culture, le PAMEC, là, c'est le nom qui s'appelle notre subvention, ça peine à payer un salaire d'un employé dans une télé communautaire. On sait très bien que une télé communautaire, ça roule pas, c'est pas viable à long terme avec juste un employé. Fait que certains sont 2, 3, d'autres télés sont 4, 5, 6. Il y en a qui sont dans la périphérie de Montréal qui sont 11 employés, 12 employés. Donc ça prend beaucoup plus que la simple subvention là, du PAMEC. Et il faut générer ces revenus-là par nous-mêmes. Tout dépendant des territoires, c'est plus compliqué. Mais oui, certaines télés là, peinent à boucler la boucle, donc on réduit les heures de diffusion, on est moins présent sur le territoire. C'est au bout du compte, d'avoir moins de subventions, c'est la population qui en souffre, c'est la population qui a moins accès à de l'information de qualité. Et c'est là que le bas blesse. Ben, c'est ça. Vous le disiez d'ailleurs, à quel point les médias communautaires sont importants dans leur région. Peut-être un exemple concret de ça? Ben tout à fait. Les médias communautaires, on est comme le premier média très terrain. Souvent, l'équipe d'une télé communautaire dans sa région connaît tout le monde, est amie, tu sais, connaît toute le politique municipal, le politique provincial, tout ça. Donc, on est souvent le premier arrivé sur les bonnes nouvelles, sur les moins bonnes nouvelles aussi. C'est très important. On est souvent aussi, c'est nous qui diffusons les conseils de ville. Ça aide à beaucoup de citoyens à avoir accès à de l'information. On est un gardien de la démocratie. Puis, j'aime beaucoup dire, on est aussi la seule télé où on voit que des gens qu'on connaît dans l'écran. Fait que ça, c'est important. Les gens se voient et se reconnaissent dans notre contenu, dans ce qu'on produit, les télés communautaires. Fait que c'est un incontournable. Va falloir qu'on nous considère comme ça, je pense, encore plus, puis qu'on nous entende aussi dans nos revendications. Tout à l'heure, tu disais que t'en as qui fonctionnent avec 2, 3, 4, 6 employés. Ouais. Faut pas oublier là-dedans aussi les bénévoles, parce que les TVC ont besoin de bénévoles, puis il y en a qui vont s'impliquer dans leur télé aussi. Tout à fait. S'il n'y avait pas les bénévoles, il y aurait beaucoup moins de télécommunautaires sur le territoire québécois. Il y en a qui fonctionnent avec un employé et une équipe de bénévoles. Donc, sans ça, c'est sûr, tu as raison de le nommer, Jean-Denis. On survivrait pas si on n'avait pas de bénévoles, en fait. Puis une chance que on est un organisme communautaire, donc on peut avoir des charmants bénévoles, des généreux bénévoles qui nous donnent de leur temps, de leur expertise là, pour qu'on puisse vous produire des belles émissions semaine après semaine. On a fait le tour. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait rajouter? On a une campagne nationale à la Fédération des télévisions communautaires, hausse ta télé communautaire. Je pense que plus que jamais, on invite les gens, la population, les entrepreneurs, les politiciens, tout le monde, vous êtes tous concernés. Osez votre télévision communautaire. Je pense qu'on va finir là-dessus. Osez. Vous êtes pas game de venir voir qu'est-ce qu'on fait les télévisions communautaires puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Justement, avant de finir, est-ce que la Fédé a l'intention de faire quelque chose suite à ce budget-là, je veux dire, par rapport au gouvernement? Est-ce que la Fédé a l'intention de rencontrer quelqu'un, faire peut-être des nouvelles propositions, je sais pas trop.
C'est sûr que pour l'année qui s'en vient, mais là, on fait avec parce que c'est ça qui a été annoncé. Par contre, on va commencer dès maintenant à faire des actions pour solliciter puis à se faire reconnaître par le milieu, par le gouvernement, par le milieu politique. On sait, il nous reste 1 an et demi à peu près avec ce gouvernement-là. Après ça, on ne sait pas. Donc, on va essayer le plus possible d'être présent, d'être pour justement apporter une crédibilité aux médias communautaires, aux télécommunautaires auprès du gouvernement, puis leur faire valoir que sans notre couverture médiatique de nos territoires, ben personne ne parlerait de ce qui se passe dans des régions, probablement au Québec, là. On est souvent le seul média sur place, sinon ça serait un désert médiatique, puis on n'en entendrait plus jamais parler de certaines régions au Québec. Donc, on est très, très important, on est un incontournable dans une communauté, je pense. Ouais. Eh bien, Émilie Boulay-Chouinard, présidente du conseil d'administration de la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. Selon Gaspésie Nouvelle, l'article traite de la campagne électorale fédérale et de la question de la restauration et de l'intégration du phare de Cap-des-Rosiers au parc national Forillon. Patrimoine Gaspésie a soulevé la question, soulignant que le phare, un lieu historique national important, aurait pu être intégré au parc. Le Bloc québécois, par le biais de son candidat Alexis Deschênes, s'est engagé à faire de cette restauration une priorité. La députée sortante, Diane Leboutillier, rappelle les investissements de son gouvernement dans le phare et assure qu'il continuera d'être surveillé. Le phare de Cap-des-Rosiers, construit en 1858, est le plus haut du Canada avec ses 34 mètres. Selon Gaspésie Nouvelle, 2 brasseurs de Rocher-Percé, Francis Jonca et Rosemary Aelo White de Brett et Sauvage, sont finalistes pour le titre de brasseur de l'année au laurier de la gastronomie québécoise. Ils se distinguent par leur bière et cidre de fermentation spontanée, utilisant des levures sauvages locales et vieillies en fût de chêne avec des ingrédients québécois. Brett et Sauvage, en activité depuis 2020, est aussi en lice pour l'entreprise ou initiative de l'année. Benoît Couillard de la microbrasserie Oval, à Val d'Espoir, actif depuis 10 ans et déjà nominé, concourt également dans la même catégorie. De plus, Danny Marquis de la brûlerie du Quai, à Carleton-sur-Mer, est finaliste pour l'artisan de l'année, 20 ans après ses débuts. Les gagnants seront annoncés le 26 mai. Selon Gaspésie Nouvelle, le Sébaste, de retour après un long moratoire, connaît un essor au Québec. Après Métro, il arrivera chez Sobeys. Ses ventes atteignent déjà 70% du tilapia et les hôpitaux régionaux s'y intéressent. Les pêcheries gaspésiennes, seul transformateur actuel, investit 2,5 millions de dollars pour automatiser et doubler sa production face à la demande. L'automatisation est cruciale vu la petite taille du poisson et les enjeux de main-d'œuvre.
L'entreprise prévoit tripler ses achats de Sébaste cette année. Si la demande persiste, un investissement additionnel de 1,5 million de dollars pourrait tripler le volume transformé dès 2026. Des discussions sont en cours avec des distributeurs ontariens et de l'Ouest. Metro a joué un rôle clé dans ce succès inattendu et le Sébaste pourrait détrôner le tilapia en 2025. D'autres pêcheurs pourraient rejoindre l'effort face à la demande croissante. Selon Bleu FM Chandler, le maire de Chandler et la table des préfets gaspésiens demandent le maintien du programme Réno-Région, essentiel pour aider financièrement les propriétaires à faible revenu, aînés et familles monoparentales à réparer leur logement. La suspension est jugée illogique. En Gaspésie, plus de 5,2 millions de dollars ont été investis depuis 2023 dans 283 projets, subvention moyenne de 18 394 $. La table souligne que ce coût est minime face au prix du neuf et que la région a un taux de propriétaires élevé, 78,3% versus 44,6% au Québec, avec peu d'alternatives locatives pour les plus vulnérables. 8,7% des propriétaires gaspésiens vivent dans des logements nécessitant des réparations majeures. Selon Bleu FM Chandler, Transport Québec alerte les automobilistes face à la présence précoce de la grande faune. Cerfs, orignaux, ours, caribous, près des routes et rappelle l'importance de la vigilance. Des panneaux signalent déjà ces zones à risque et des aménagements comme des clôtures et passages phoniques existent. Malgré ces mesures, le risque de collision demeure élevé. Le MTQ insiste sur le respect des vitesses limites, la nécessité de ralentir à l'approche de la faune et de signaler leur présence aux autres usagers en freinant à répétition. Entre 2021 et 2023, on a recensé en moyenne 7330 accidents annuels impliquant de grands animaux, les chevreuils étant les plus souvent impliqués, suivis des orignaux, caribous et ours. Selon Gaspésie Nouvelle, Gaspé lance une consultation sur 2 terrains centraux. L'ancien garage MTQ, 30 et 1700 mètres carrés, démolition en cours, décontamination, suivra pour une prise de possession en 2026 et le site de l'Arena. 10 500 mètres carrés, démolition après construction du nouvel Arena, financement incertain avant 2027. La Ville invite les citoyens à partager leurs idées via des mémoires du 9 avril au 9 mai, des consultations publiques du 30 avril au 1er mai et un sondage en ligne du 26 mai au 15 juin. La vision du Conseil sera dévoilée en septembre. Le maire Côté souligne l'importance d'impliquer les citoyens dans l'aménagement de ces sites clés. Selon Radio Gaspésie, le docteur Thierry Pétry de Gaspé a reçu une distinction humanitaire du Collège des médecins du Québec pour ses 40 ans de carrière en anesthésiologie et pour la fondation de la clinique de la douleur de l'hôpital de Gaspé. Ce prix souligne son engagement social, ses valeurs et ses actions contribuant au bien-être des patients et de la communauté, ainsi qu'à l'essor d'organismes philanthropiques. Le docteur Pétry s'est dit honoré de cette reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière, marquée par le dévouement, le partage et l'entraide auprès de ses collègues et du public. Son approche axée sur le soulagement de la douleur lui a permis d'aider des patients du monde entier, combinant son travail à l'hôpital de Gaspé avec des missions pour Médecins sans frontières et des voyages dans le Grand Nord. Son amie Claudine Roy, présente à la cérémonie, a exprimé son admiration pour le docteur Pétry, qui a suivi plus de 15 000 patients. La docteure Nathalie Guilbeault a initié cette reconnaissance.
Selon l'Avantage gaspésien, le décès tragique de Brandon Pinault à Amqui en 2020 mène sa famille à poursuivre le centre de services scolaires des Monts et Marais et l'école Sainte-Ursule pour $1 300 000. En septembre 2020, Brandon, 5 ans, et son frère ont quitté l'école en autobus sans autorisation parentale. Seuls à la maison, ils ont tenté de rejoindre leurs parents à pied. Brandon fut alors mortellement heurté par un véhicule. La famille, malgré les indemnités de la SAAQ, réclame des dommages et intérêts. Le centre de services scolaires a rejeté la poursuite, invoquant la primauté de la loi sur l'assurance automobile. No fault. Le ministre Drainville a rappelé cette loi et le suivi des recommandations du coroner, refusant tout autre commentaire durant la procédure judiciaire. La corporation du bourg de Pabot inaugure une nouvelle phase de son existence en dévoilant sa nouvelle identité de marque, Espace Napaga. Cette transformation a été présentée lors d'un événement au site archéologique de Pabot en présence de partenaires et acteurs locaux. Selon la directrice générale, Elsa Pépin, cette nouvelle identité met en avant les atouts spécifiques de l'institution muséale, notamment son approche d'archéologie vivante, ancrée dans son environnement naturel au cœur de la Gaspésie. Depuis sa création, le parc du bourg de Pabot a œuvré à la sauvegarde, la protection, la recherche archéologique et la valorisation du patrimoine gaspésien par le biais d'activités éducatives basées sur une solide expertise scientifique et technologique. Espace Napaga ambitionne de poursuivre cette mission avec un dynamisme renouvelé, comme le souligne Elsa Pépin. Selon Radio Gaspésie, le bureau de la ministre Maïté Blanchette-Vézina à Rimouski a été vandalisé avec un graffiti « Fuck Stablex, fuck tes déchets et des ordures ». La ministre a porté plainte. Cet acte est lié au projet controversé de Stablex à Blainville, qui demande à Québec de doubler sa capacité d'enfouissement de matières dangereuses, Québec, Canada, États-Unis, sur un site boisé avec milieux humides, suscitant l'opposition des citoyens et élus locaux. La ministre est aussi responsable de la Gaspésie. Selon l'Avantage gaspésien, en Gaspésie, un projet pilote novateur renforce la collaboration entre paramédics et infirmières pour une évaluation plus précise des appels au 911. Les appels jugés non urgents sont désormais transférés à une infirmière de régulation qui analyse la situation et oriente, si possible, les patients vers des alternatives aux ambulances, cliniques, médecins ou transports adaptés comme le taxi. Cette initiative, soutenue par le ministère de la Santé, vise à optimiser l'utilisation des ressources ambulancières et à réduire les transports non essentiels, une préoccupation majeure dans le contexte géographique étendu de la Gaspésie, où le nombre d'ambulances est limité. Selon la Fédération du préhospitalier du Québec, ce projet représente un pas important vers une gestion plus efficace des urgences et une meilleure prise en charge des patients. Selon Bleu FM Chandler, le centre de services scolaires René Lévesque a créé la fondation Étincelle Jeunesse pour soutenir ses élèves vulnérables, dont 56% fréquentent des écoles avec un indice de défavorisation élevé, contre 30% en moyenne au Québec. La fondation vise à amasser $1 500 000 en 3 ans pour générer $75 000 d'intérêts annuels. Ces fonds aideront les élèves en couvrant leurs besoins essentiels, vêtements, lunettes, collations, en favorisant leur intégration, activités, matériel sportif et en offrant des services professionnels complémentaires ponctuels, palliant ainsi les limites des budgets scolaires et des partenaires. 18 des 28 écoles du centre affichent un indice de défavorisation élevé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.